Rappelez-vous, quand on décompose la lumière blanche avec un prisme ou un réseau, on observe sur l'écran un spectre continu avec toutes les lumières de l'arc-en-ciel. Mais si on remplace la lumière blanche par une lampe à décharge, c'est-à-dire une lampe qui contient un gaz qui va être soumis à une décharge électrique, alors le spectre a une toute autre allure sur l'écran. On observe des raies fines et colorées. Donc c'est un spectre de raies. Comment l'interpréter? Pour pouvoir l'expliquer, il va falloir s'intéresser à la structure énergétique de l'atome. La lumière peut être modélisée par une onde, mais attention, ce n'est pas une onde mécanique comme on l'a vu dans le chapitre 15, où on avait un milieu matériel qui se mettait à vibrer ou à osciller. C'est une onde électromagnétique. C'est l'oscillation couplée d'un champ électrique et d'un champ magnétique, et ces oscillations vont se propager à la vitesse de la lumière. On peut associer de façon similaire à une onde électromagnétique une période et aussi une longueur d'onde. La longueur d'onde va être la distance qui va séparer deux maxima, par exemple, du champ électrique. La lumière visible, vous le voyez sur l'axe supérieur qui est orienté vers la droite, va avoir des longueurs d'onde qui vont être comprises entre 400 et 800 nanomètres. Mais en fait, la lumière visible ne représente qu'une toute petite partie des ondes électromagnétiques. Pour des longueurs d'onde plus faibles que 400 nanomètres, c'est-à-dire des longueurs d'onde qui vont être comprises entre 10 nanomètres et 400 nanomètres, on trouve le domaine de l'ultraviolet. Près de 5% de l'énergie du Soleil va être émise sous forme de rayonnement ultraviolet. Ce rayonnement ultraviolet est à l'origine du bronzage, il est aussi responsable des coups de soleil, mais il peut être dangereux. Dangereux pour la peau, il va provoquer un vieillissement cutané, et aussi il peut être à l'origine de l'apparition de cancer. Entre 1 picomètre et 10 nanomètres, c'est alors le domaine des rayons X. Alors ces rayons X, ils ont été découverts par Röntgen en 1895 et ils ont la propriété de traverser les corps mous du corps, c'est-à-dire la peau, les muscles, etc. Mais ils vont être absorbés par les os, d'où la possibilité de faire des photographies du squelette, c'est-à-dire des radiographies. Et vous avez ici, en illustration, ici la première radiographie de l'histoire, qui est la main de la femme de Röntgen, qui portait une bague, comme vous pouvez le voir sur la radio. Pour des longueurs d'onde plus courtes, inférieures à 1 picomètre, on trouve le domaine des rayonnements gamma. Les rayons gamma ont des applications en médecine, ils sont utilisés dans certaines techniques d'imagerie médicale. Les TEP, tomographie par émission de positons. Alors, comme les rayons X, les rayonnements gamma à haute dose peuvent être dangereux pour le corps humain, puisque ce sont des rayonnements qu'on qualifie d'ionisants. Ils vont ioniser en particulier les molécules d'ADN et vont être à ce moment-là cancérigènes. On repart maintenant de l'autre côté du spectre avec le rayonnement infrarouge, donc pour des longueurs d'onde qui vont être supérieures à celles du rouge, c'est-à-dire supérieures à 800 nanomètres, et avec des longueurs d'onde qui vont aller jusqu'à 10 puissance moins 4 mètres, donc un dixième de millimètre. Alors beaucoup d'applications technologiques dans la vie de tous les jours vont utiliser ce rayonnement infrarouge. Les télécommandes de télévision, les fibres optiques, les lampes infrarouges, et aussi les systèmes de vision nocturne, les caméras infrarouges aussi, vont utiliser ce rayonnement, sachant que tout corps chaud va émettre un rayonnement infrarouge. On trouve après le domaine des ondes radar, avec des longueurs d'onde qui vont aller jusqu'au centimètre. Les ondes radar sont utilisées pour détecter la position des avions ainsi que leur vitesse. Et enfin, les ondes hertziennes, avec des longueurs d'onde qui vont donc du centimètre jusqu'à plusieurs kilomètres, qui vont être largement utilisées dans les télécommunications. Que devez-vous retenir? Vous devez connaître les frontières qui délimitent la lumière visible, donc de 400 nanomètres jusqu'à 800 nanomètres. Savoir que 400 nanomètres c'est le bleu, 800 nanomètres c'est le rouge. Vous ne devez pas connaître les autres frontières, mais vous devez savoir placer chaque domaine du spectre électromagnétique par rapport au visible. Pour une onde mécanique, on avait la relation V qui est égale à lambda sur T. Lambda la longueur d'onde, T la période, qu'on peut écrire lambda que multiplie 1 sur T. 1 sur T étant la fréquence, on avait la relation lambda fois F. Pour les ondes électromagnétiques, on va avoir une relation qui va être similaire, mais les notations ne vont pas être les mêmes. La vitesse de la lumière, on utilise la lettre C. C pour célérité, qui signifie vitesse. Lambda sur T, les notations ne changent pas. Par contre, la fréquence pour une onde électromagnétique, on utilise plus fréquemment la lettre nu, qui est une lettre grecque. Et donc cette relation peut s'écrire aussi nu, qui va être égal à C sur lambda. Cette relation, elle montre que bien plus lambda augmente,
plus la fréquence de l'onde, nu, va diminuer. Il vous faut donc connaître cette relation dans le cas des ondes électromagnétiques. C égale lambda sur T égale lambda fois nu. Alors attention, la lettre nu, elle ressemble un petit peu à notre V dans l'alphabet. Nu, c'est la fréquence et petit v, c'est la vitesse. Donc attention à ne pas confondre ces deux lettres. Il faut connaître donc la signification de chacune des lettres. C, c'est la vitesse des ondes électromagnétiques, la vitesse de la lumière dans le vide. Vous devez connaître la valeur, ainsi donc que les significations de chacune des lettres. On l'a vu à l'instant, plus la longueur d'onde va être grande, plus la fréquence, elle, va être petite. Donc voyez que sur le spectre électromagnétique, l'axe qui gradue les longueurs d'onde est dans le sens opposé à celui des fréquences. Le Wi-Fi est une onde électromagnétique de fréquence nu égale 5 GHz. Calculez la longueur d'onde associée. Alors mettez la vidéo sur pause et utilisez la relation précédente pour calculer cette longueur d'onde. Vous avez trouvé, donc on exploite la relation précédente, c'est égal lambda fois nu. On en déduit la valeur de lambda, qui va être égale à C sur nu. On remplace. C, c'est la vitesse de la lumière, 3,0 10 puissance 8, divisé par la fréquence. Ici, c'est 5 GHz. Le préfixe giga, c'est pour 10 puissance 9. Et le quotient donne 0,060 mètres, c'est-à-dire 6 cm. Alors le modèle ondulatoire de la lumière permet d'expliquer de nombreux phénomènes en physique, comme la propagation de la lumière, la formation des images, mais aussi les phénomènes d'interférence et de diffraction. Ces phénomènes d'interférence et de diffraction sont au programme de la terminale spécialité, mais si vous voulez d'ores et déjà avoir une idée de ces notions, vous pouvez regarder une vidéo Sciences étonnantes que je vous ai mis dans les liens. Mais pour expliquer d'autres résultats expérimentaux comme l'effet photoélectrique, l'effet photoélectrique il est à la base du fonctionnement de toutes les cellules photovoltaïques, et aussi le spectre de Rayet des atomes, Einstein postule en 1905 que les transferts d'énergie entre la matière et la lumière sont quantifiés. Quantifié, ça signifie que ces échanges vont se faire par paquets indivisibles. Ces transferts d'énergie se font donc uniquement par paquets d'énergie et ces paquets d'énergie sont appelés photons. La lumière peut être également décrite comme des grains d'énergie appelés photons. Un photon est une particule de masse et de charge nulle qui se déplace à la célérité de la lumière dans le milieu considéré. Une onde électromagnétique de fréquence nue ou de longueur d'onde lambda peut être décrite par un flux de photons qui transportent chacun un petit paquet d'énergie. On dit un quantum d'énergie. Des quanta, un quantum en latin. Comment se calcule l'énergie d'un photon? On peut soit la calculer à partir de sa fréquence, soit à partir de la longueur d'onde. L'énergie d'un photon a donc pour expression E égale h nu, où nu est la fréquence. Comment démontrer la deuxième relation, la deuxième égalité? On avait vu que la célérité est égale à lambda sur t, c'est-à-dire lambda fois 1 sur t. Et 1 sur t, c'est la fréquence, qui, rappelez-vous, est notée nu. Donc cette relation-là peut s'écrire nu est égal à c sur lambda. Si je remplace dans l'expression de l'énergie d'un photon, je vais bien avoir E égale h nu, qui est égal à h fois c sur lambda. Dans cette relation, petit h, c'est la constante de Planck, et elle est égale à 6,63 10 puissance moins 34 joules seconde. Dans cette relation, du point de vue des unités, l'énergie s'exprime en joules. La fréquence nu en hertz, c'est-à-dire des secondes à la puissance moins 1. Donc on a bien une relation homogène puisque la constante de Planck s'exprime en joules seconde. C'est la vitesse de la lumière en mètres par seconde et la longueur d'onde en mètres. Calculer l'énergie du photon, le plus énergétique du domaine visible, en joules tout d'abord, puis en électronvolts, qui est une unité plus adaptée pour exprimer ces énergies faibles. Un électronvolt, c'est égal à 1,6 10 puissance moins 19 joules.
L'énergie d'un photon est donnée par la relation E égale h nu est égal à h fois c sur lambda. Lambda dans cette relation est au dénominateur, donc plus lambda est petit, plus l'énergie du photon augmente. Vous vous rappelez que la longueur d'onde, les longueurs d'onde dans le visible sont comprises entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. La question qui nous est posée porte calculer l'énergie du photon le plus énergétique. Donc plus un photon, plus une onde électromagnétique va avoir une longueur d'onde courte, plus les photons qui vont constituer cette onde électromagnétique vont avoir une énergie élevée. Donc ici, il va falloir, dans la formule précédente, pour calculer le photon le plus énergétique du domaine visible, il va falloir prendre la longueur d'onde la plus courte, la plus petite, c'est-à-dire 400 nanomètres. Je vous laisse faire l'application numérique, vous mettez la vidéo en pause. Voilà, on corrige maintenant. L'énergie du photon donc est égale à h fois c sur lambda. H c'est la constante de Planck, 6,63 10 puissance moins 34, que multiplie la vitesse de la lumière, 3,0 fois 10 puissance 8, divisé par la longueur d'onde. Donc ici, pour avoir le photon le plus énergétique, on prend 400 nanomètres, donc 400 10 puissance moins 9. Le résultat de l'application numérique donne 4,97 10 puissance moins 19 joules. Pour convertir en électronvolts, puisque 1 électronvolt est égal à 1,6 10 puissance moins 19 joules, il va falloir diviser ce résultat par 1,6 10 puissance moins 19. Le résultat de l'application numérique donne 3,11 électronvolts. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours raisonner par proportionnalité. 1 électronvolt correspond à 1,6 10 puissance moins 19 joules. 4,97 10 puissance moins 19 joules. Par proportionnalité, on se rend bien compte qu'il faut faire une division par 1,6 10 puissance moins 19. Ce qui est étonnant et qui a suscité de très nombreuses controverses parmi les scientifiques, c'est que la lumière peut être expliquée avec deux modèles différents. Un modèle ondulatoire, où la lumière est une onde électromagnétique, et puis un modèle particulaire, où la lumière est constituée de particules appelées photons, qui transportent, qui véhiculent des petits paquets d'énergie qu'on appelle des quanta. Les deux modèles coexistent. On parle alors de dualité onde-corpuscule. L'énergie de l'atome est quantifiée. Elle ne peut prendre que certaines valeurs bien précises, bien déterminées. Sur un diagramme d'énergie, on va indiquer les valeurs possibles de l'énergie d'un atome. Sur le diagramme de droite, on a donc le diagramme énergétique de l'atome d'hydrogène. Sur un axe vertical ascendant sont représentées ces énergies bien précises que peut obtenir l'atome d'hydrogène. On a l'état fondamental qui va être l'état de plus basse énergie lorsque l'atome est au repos. Et si on apporte de l'énergie à un atome, il va pouvoir gagner en énergie, mais pas prendre n'importe quelle valeur. Il va pouvoir passer de moins 13,6 électronvolts, éventuellement à moins 3,4, à moins 1,51, à moins 0,85, mais pas prendre des valeurs intermédiaires. Alors vous vous êtes posé la question probablement pourquoi des valeurs énergétiques négatives sur ce diagramme. Ici il s'agit de l'atome d'hydrogène, c'est le plus simple des atomes, numéro atomique Z égale 1. Ça signifie que dans l'atome d'hydrogène, le noyau ne possède qu'un seul proton, l'atome étant électriquement neutre, il a un seul électron. Plus l'atome va gagner en énergie, plus cet électron va se retrouver éloigné du noyau. Et si on lui apporte beaucoup d'énergie, finalement cet atome va être ionisé, c'est-à-dire qu'il va perdre son électron. Et c'est à cet état ionisé que l'on va affecter l'énergie 0 électronvolt. Et donc les autres états, qui vont avoir des énergies inférieures, vont avoir par convention des énergies qui vont être négatives. Je vous ai ainsi présenté le diagramme énergétique de l'atome d'hydrogène, mais il faut avoir conscience que chaque atome
a un diagramme d'énergie qui lui est propre. Donc si je vous avais présenté le diagramme énergétique de l'hélium, les niveaux énergétiques n'auraient pas pris les mêmes valeurs. Et c'est vrai pour chaque élément chimique de la classification périodique. Le diagramme énergétique de l'atome va être une signature de l'élément chimique considéré. Lorsqu'un atome absorbe un photon, son énergie augmente. On représente cette transition d'énergie entre les deux niveaux par une flèche verticale ascendante reliant les deux niveaux d'énergie concernés. Calculer la longueur d'onde de la radiation permettant d'effectuer la transition représentée en rouge sur le diagramme ci-contre. Alors la transition représentée en rouge est une transition entre les niveaux d'énergie moins 13,6 électronvolts et moins 3,4 électronvolts. On en déduit l'énergie initiale de l'atome, qui est égale à moins 13,6 électronvolts, c'est l'énergie du niveau fondamental, et l'état excité ici qui va être l'état d'énergie moins 3,40 électronvolts. L'écart énergétique delta E en valeur absolue, c'est EF moins EI, donc moins 3,40 électronvolts moins 13,6, c'est-à-dire plus 13,6 électronvolts. On trouve donc un résultat de 10,2 électronvolts. Et donc ça va être égal à l'énergie du photon qui sera absorbée pour permettre cette transition énergétique. Connaissant l'énergie du photon, il suffira maintenant d'utiliser la relation précédente. L'énergie du photon, CH nu, c'est aussi égal à H fois C sur lambda, ce qui va nous permettre de calculer la longueur d'onde du photon. Alors mettez à nouveau la vidéo en pause pour effectuer le calcul de la longueur d'onde de la radiation. On utilise donc la relation énergie du photon égale H fois C sur lambda. Cette relation permet d'obtenir lambda qui va être égal à H fois C divisé par l'énergie du photon. Alors toujours faire attention aux unités. L'énergie du photon dans cette relation, elle doit être toujours exprimée en joules. Puisque la constante de Planck est en joules seconde, la vitesse de la lumière en mètres par seconde, on obtient bien ici une longueur d'onde en mètres. Donc il va nous falloir convertir l'énergie du photon qui est en électronvolts en joules. Donc allons-y pour l'application numérique. La constante de Planck, 6,63 10 puissance moins 34, que multiplie la vitesse de la lumière, 3,0 10 puissance 8, divisé par l'énergie du photon, 10,2 électronvolts. Rappelez-vous, un électronvolt, c'est 1,60 10 puissance moins 19 joules. Donc surtout, pensez-y lors des exercices à faire cette conversion de l'énergie en joules. On obtient un résultat de 1,21 10 puissance moins 7 mètres. 1 nanomètre, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Donc 1 mètre, c'est 10 puissance 9 nanomètres. Donc si je remplace 1 mètre par 10 puissance 9 nanomètres, je vais avoir 10 puissance 9 fois 10 puissance moins 7, c'est-à-dire 10 puissance 2 nanomètres. Donc 121 nanomètres. Qu'est-ce que l'on peut remarquer? Que cette longueur d'onde est inférieure à 400 nanomètres. Donc en fait, ça va correspondre à une radiation dans l'ultraviolet. Lorsqu'un atome est dans un état excité, l'atome a été excité soit par une décharge électrique dans un tube de verre, c'est-à-dire par une collision entre des électrons et les atomes considérés, soit par absorption de photons. À ce moment-là, il va pouvoir restituer de l'énergie en se désexcitant, en émettant un photon qui va emporter cet excédent d'énergie. Comment calculer l'énergie du photon qui va être émis? Il se calcule de la même façon que tout à l'heure, en calculant l'écart énergétique entre les deux niveaux considérés par la transition.
Donc delta E, c'est EF moins EI. Ici, l'état final va avoir une énergie qui va être inférieure à l'état initial, donc EF moins EI va être négatif. Mais vous vous rappelez, on le prend entre valeurs absolues, donc on va retenir la valeur positive. Et puis après, donc, pour calculer la longueur d'onde associée au photon qui est émis, on utilise la relation maintenant classique E égale h nu égale h fois c sur lambda. Donc de la même façon, lorsque l'atome va émettre un photon, il va perdre de l'énergie et on va représenter cette transition d'énergie par une flèche verticale descendante reliant les deux niveaux d'énergie concernés. Alors, par exemple, on va calculer la longueur d'onde de la radiation émise lors de la transition représentée en rouge sur le diagramme ci-contre. L'état initial, cette fois-ci, c'est un état excité d'énergie moins 0,85 électronvolts et l'état final, c'est la pointe de la flèche, a pour énergie moins 3,40 électronvolts. L'énergie du photon qui va être émis va être égale à la valeur absolue de l'écart énergétique, c'est-à-dire valeur absolue de EF moins EI, donc moins 3,40 moins 0,45, c'est-à-dire plus 0,85 électronvolts. Et donc on trouve comme résultat 2,55 électronvolts. Mettez à nouveau la vidéo en pause pour faire le calcul de la longueur d'onde lambda. C'est la même relation que tout à l'heure que l'on va utiliser, à savoir lambda égale h fois c divisé par l'énergie d'un photon. On passe à l'application numérique. On divise par l'énergie du photon, 2,55 électronvolts. On n'oublie pas, comme tout à l'heure, de convertir en joules. On obtient 4,88 10 puissance moins 7 mètres. On convertit en nanomètres, 488 nanomètres. Cette radiation émise fait partie cette fois-ci du domaine visible. Rappelez-vous, le visible c'est de 400 à 800 nanomètres. On a une radiation qui est proche de 400 nanomètres. Donc ici, on va être dans le bleu. La lumière émise par l'atome lors de cette transition va avoir une coloration bleue. Avec cette animation, on va voir comment générer des spectres d'émission et d'absorption d'éléments chimiques. Commençons par les spectres d'émission. Nous avons ici sur le schéma une lampe à vapeur de mercure. C'est une lampe qui contient une ampoule, qui contient elle-même des atomes de mercure sous basse pression. Et aux deux extrémités de l'ampoule, il y a des électrodes, deux électrodes. Il se produit une décharge électrique entre ces deux électrodes. Donc il va y avoir un flux d'électrons. Ces électrons vont entrer en contact, en collision avec les atomes de mercure qui sont dans l'ampoule. Et ces chocs vont exciter les atomes de mercure qui vont se retrouver dans une multitude d'états excités. En se désexcitant, les atomes de mercure vont émettre des photons. La lumière émise va être décomposée par un prisme en verre. Et on observe le spectre de la lumière émise par la lampe à vapeur de mercure sur un écran. Et on sait maintenant interpréter le spectre de raies que l'on voit apparaître sur l'écran. Chaque raie lumineuse correspond à une radiation électromagnétique de longueur d'onde bien définie, qui correspond à une transition énergétique bien définie entre deux niveaux énergétiques des atomes de mercure qui sont dans l'ampoule. Il s'agit donc d'un spectre d'émission. On excite des atomes de mercure et l'on décompose la lumière émise par la lampe à vapeur de mercure à l'aide d'un prisme ou d'un réseau sur un écran. Regardons maintenant comment réaliser le spectre d'absorption du mercure. On commence par prendre une source de lumière blanche avec toutes les radiations du visible qui vont du violet jusqu'au rouge. Et puis, sur le trajet de la lumière blanche, on va interposer une ampoule qui va contenir des atomes de mercure. Alors que se passe-t-il?
La lumière blanche donc contient toutes les radiations de longueur d'onde, 400 nanomètres pour le violet, jusqu'au rouge, 800 nanomètres. Et à chaque radiation, on va avoir des photons qui vont avoir des énergies que l'on peut calculer par la formule E égale h nu égale h fois c sur lambda. Et donc parmi tous ces photons, certains vont avoir exactement la bonne énergie pour réaliser certaines transitions énergétiques qui vont permettre d'exciter des atomes de mercure. Donc ces photons vont être absorbés, et lorsque ces photons vont être absorbés, lorsqu'ils ont la bonne énergie pour réaliser ces transitions énergétiques, on va avoir apparaître pour les radiations concernées des raies noires puisque ces photons vont être absorbés. Et on remarque que les spectres d'absorption et d'émission du mercure sont complémentaires. Regardez l'animation, spectre d'absorption du mercure, spectre d'émission du mercure. On voit que les raies d'absorption et d'émission se situent exactement aux mêmes endroits. C'est normal puisque une raie donnée, qu'elle soit d'émission ou d'absorption, va correspondre à la même transition d'énergie, mais pas dans le même sens. Chaque élément chimique va avoir un spectre qui lui est propre et qui va permettre de l'identifier. Nous avons ici le spectre d'absorption de l'hydrogène et son spectre d'émission qui est complémentaire, le spectre d'émission de la lampe à vapeur de sodium et son spectre d'absorption qui lui est complémentaire. Cette autre animation présente un diagramme énergétique plus détaillé de l'atome d'hydrogène. Pour l'instant, l'atome est dans son état fondamental. Envisageons une transition énergétique entre le niveau 1, l'état fondamental, et le niveau qui lui est immédiatement supérieur, le niveau 2. Si on regarde le calcul, ça correspond à l'absorption d'un photon de longueur d'onde 121,7 nanomètres, donc un photon qui va être absorbé dans une radiation qui est dans l'ultraviolet. Si on regarde maintenant une transition du niveau 2 vers le niveau 3, les calculs donnent une longueur d'onde de 657,1 nanomètres pour la radiation absorbée, donc une radiation dans le rouge. Si on regarde toujours à partir du niveau 2 vers le niveau 4, la radiation absorbée sera dans le bleu. Si on regarde maintenant la transition qui va conduire du niveau 4 vers le niveau 2, l'atome va perdre de l'énergie. En perdant de l'énergie, il va émettre un photon. L'écart énergétique est le même que tout à l'heure. Les calculs vont être identiques et on va avoir toujours lambda égale 486,8 nanomètres, mais il va s'agir cette fois-ci de la longueur d'onde du photon qui va être émis. Et on retrouve que les raies d'émission et d'absorption se situent exactement au même endroit. Et c'est ainsi qu'en analysant la lumière d'une étoile, on va pouvoir en déterminer sa composition chimique. Prenons l'exemple de la lumière qui nous provient du Soleil. Le Soleil a une température à son centre qui est de l'ordre de 5 millions de degrés Celsius, mais plus que 5000 si j'ose dire à sa surface. C'est un corps chaud, et donc la surface du Soleil va émettre toutes les radiations. C'est un spectre continu que l'on obtient à la surface du Soleil. Ces radiations vont traverser l'atmosphère du Soleil, c'est-à-dire sa chromosphère, et en traversant donc cette chromosphère, certaines radiations vont être absorbées par les éléments chimiques qui sont présents dans cette chromosphère. Et donc après avoir traversé cette chromosphère, on va obtenir un spectre d'absorption. Et les radiations qui ont été absorbées vont être caractéristiques des éléments chimiques qui sont présents dans l'atmosphère du Soleil. Et on va pouvoir ainsi déterminer la composition de l'atmosphère du Soleil. En réalité, le spectre d'absorption de la lumière du Soleil est bien plus complexe que cela et va contenir des milliers de raies d'absorption. Ainsi, il faut retenir qu'à chaque raie d'absorption d'un atome correspond une raie d'émission. Elles sont liées à la même transition d'énergie. Il faut savoir identifier un spectre d'émission d'un spectre d'absorption. Un spectre d'émission va comporter des raies colorées sur un fond noir, alors qu'un spectre d'absorption va comporter des raies noires sur un fond arc-en-ciel, celui de la lumière blanche. Il ne vous reste plus qu'à compléter ces deux spectres en faisant le coloriage.